Mesdames et Messieurs les préfets, Monsieur le préfet secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la radicalisation, Mesdames et Messieurs les directeurs et représentants de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames, Messieurs, je veux tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au ministère de l'Intérieur et vous remercier d'avoir accepté de participer à cette grande journée de réflexion consacrée à la prévention de la radicalisation. C'est en effet la première réunion de ce type que nous organisons Place Beauvau avec l'ensemble des acteurs concernés, les acteurs publics comme les acteurs associatifs. Comme vous le savez, le gouvernement a très tôt pris la mesure du phénomène inédit que constitue la radicalisation violente de centaines de nos concitoyens sur fond d'engagement djihadiste, et il s'est efforcé de lui apporter un ensemble de réponses coordonnées. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui est donc d'abord l'occasion d'un premier bilan de ce qui a été accompli au cours des derniers mois, alors que la menace terroriste qui pèse sur notre pays demeure à un niveau, chacun le sait, très élevé. Si nous agissons sans relâche pour entraver les actions terroristes et traquer leurs commanditaires, il est également nécessaire que nous intervenions en amont pour prévenir les phénomènes d'endoctrinement et de radicalisation qui peuvent conduire à un passage à l'acte violent. Car nous le savons bien, l'indispensable réponse sécuritaire n'est pas à elle seule une réponse suffisante. Face à la menace des filières djihadistes, la prévention de la radicalisation constitue cependant un domaine d'intervention relativement récent, du moins dans notre pays en France. Il n'existait pas, à l'époque où nous luttions contre les premières générations de terroristes djihadistes, liés au GIA ou à Al-Qaïda, qui présentaient des caractéristiques très différentes de celles qui prévalent aujourd'hui. Ce n'est que très progressivement qu'est apparue la nécessité de comprendre le processus qui amène des groupes et des personnes à basculer dans l'action terroriste afin de pouvoir agir en amont de ce basculement fatal. La France n'est pas, du reste, le seul pays concerné. Le même phénomène se rencontre en effet dans la plupart des pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Canada et en Australie, ce qui explique que parmi les quelques 20 000 combattants étrangers présents aujourd'hui en Irak et en Syrie, on dénombre environ 5 000 Européens venus de France, d'Allemagne, de Belgique, du Royaume-Uni, de Suède ou d'Espagne. Chacun de ces pays a ainsi mis en place ses propres dispositifs de prévention de la radicalisation, et une approche comparatiste nous montre que nous ne sommes pas les moins avancés dans la réflexion sur le sujet, même si nous avons tous conscience ici, et c'est l'intérêt de la journée qui nous rassemble, que beaucoup reste encore à faire. Dès le mois d'avril 2014, le gouvernement a ainsi mis en place un plan de lutte contre la radicalisation violente et contre les filières djihadistes qui comprenait non seulement un renforcement de notre dispositif antiterroriste que vous connaissez et sur lequel je ne vais pas revenir, mais également un très important volet préventif. Cette action constitue pour le ministère de l'Intérieur une priorité absolue, non seulement parce que la sécurité des Français est en jeu, mais aussi parce que le destin de nombreuses familles bascule lorsqu'elles sont frappées par la radicalisation d'un enfant ou d'un parent. Une famille dont un enfant part en Syrie est une famille brisée, c'est une famille rongée par la crainte, la culpabilité aussi et le désarroi. N'oublions pas qu'à ce jour, 141 personnes, souvent jeunes, ont perdu la vie après avoir rejoint les organisations terroristes sur le front irako-syrien. Nous devons donc tout faire pour aider et accompagner ces familles désespérées, comme nous avons le devoir de tout entreprendre pour prévenir de telles dérives mortifères et pour sauver celles et ceux qui ont sombré dans le fanatisme de la radicalisation. Les retours d'expérience des acteurs de terrain que vous êtes sont particulièrement précieux et doivent nous aider à améliorer l'efficacité globale de notre dispositif, et ce, en permanence. C'est là l'objectif de cette journée, qui nous rassemble tous au ministère de l'Intérieur, faire le bilan de ce que nous avons fait,
faire le bilan de ce que vous avez compris et appréhendé, de ce que nous avons décidé ensemble, mais aussi déterminer pour l'avenir des pistes d'amélioration, d'amendements qui nous permettront d'être plus efficaces encore dans nos politiques préventives au cours des prochains mois. Pour lutter efficacement contre le phénomène de la radicalisation violente, nous devons d'abord faire en sorte d'en connaître le plus précisément possible les ressorts et les motivations, les étapes et les processus qui conduisent certains de nos concitoyens à s'y engager. Nous savons désormais en effet que la menace à laquelle nous sommes confrontés a changé de nature. Longtemps, en effet, nous avions dû faire face à des cellules terroristes étanches, qui le plus souvent venaient de l'étranger pour commettre des attentats sur notre sol, avant de s'en retourner dans leur pays d'origine. Or, aujourd'hui, nous constatons que le risque provient de personnes qui sont nées ou qui ont grandi parmi nous, et qui, au terme d'un processus de radicalisation, tombent dans le fanatisme et dans la violence armée. Beaucoup parmi eux rejoignent, comme vous le savez, les organisations terroristes qui sont présentes en Irak, en Syrie. Ils sont actuellement 571 dans cette situation. Or, une fois endoctrinés et entraînés à tuer par Daesh et le front Al-Nosra, cette branche locale d'Al-Qaïda, ils présenteront trop souvent un risque sécuritaire majeur à leur retour. Et pas moins de 246 personnes parties sur le théâtre des opérations sont d'ores et déjà revenues en France. Il est donc essentiel que nous connaissions de façon aussi précise que possible la composition et les évolutions de cette population, ce qui ne va d'ailleurs pas sans difficulté en raison de la grande variété des profils des personnes radicalisées ou en voie de radicalisation. Que constatons-nous tout d'abord ? Certaines de ces personnes sont des délinquants de droit commun qui ont notamment pu se radicaliser au cours d'un séjour en prison ou au contact d'activistes islamistes aguerris. D'autres sont des jeunes issus des milieux populaires qui se trouvent en situation d'échec social ou de fragilité psychologique, animés par un sentiment de frustration et parfois de haine, il faut nommer les choses, à l'égard de la société où ils ont grandi et dont ils se sentent rejetés en raison de leurs origines ou de leur échec. Un goût pour les théories complotistes véhiculées sur Internet, le sentiment aussi que les musulmans, où qu'ils se trouvent, sont menacés ou maltraités, peuvent également jouer un rôle dans le processus de radicalisation. Mais d'autres encore, qui ne semblent pas, du moins en apparence, en but à des problèmes d'insertion dans la société et qui sont souvent issus des classes dites moyennes ou supérieures, se disent en quête de sens et peuvent trouver une réponse à leur malaise identitaire dans un islam dévoyé qui devient alors un échappatoire et une fuite en avant. Leur engagement peut dès lors traduire d'une façon extrême une ambition de participer à un changement radical du monde dans lequel ils vivent et qui ne les satisfait pas. Certains d'entre eux développent ainsi une conception fantasmée de la révolution islamiste, nourrie par la propagande habile, pernicieuse, perverse de Daesh sur Internet et sur les réseaux sociaux. C'est dans cette troisième catégorie que l'on rencontre le plus grand nombre de convertis de fraîche date, qui d'une manière générale sont nombreux parmi les personnes radicalisées. Leur culture religieuse est sommaire et même la plupart du temps totalement inexistante. C'est l'ignorance qui conduit à l'engagement dans une conception dévoyée de la religion, l'ignorance, face à laquelle nous devons aussi nous armer et combattre l'ignorance qui conduit au fanatisme, à la haine, et qui conduit aussi ceux qui, dans notre pays, n'analysent pas ce phénomène et le subissent avec toute la part de fantasmes qui s'y attachent et de peur légitime aussi à être dans la tension permanente, parce que la peur suscite inéluctablement l'attention. C'est cette propagande que nourrissent les filières djihadistes qui cherchent tout particulièrement à recruter des convertis parce qu'ils connaissent la culture occidentale de l'intérieur et qu'ils permettent de nourrir leur propagande. C'est notamment ainsi qu'il faut comprendre la mise en scène de criminels à visage découvert, soigneusement choisis
parmi le plus grand nombre de nationalités possibles, comme pour semer l'effroi partout, pour figurer dans certaines vidéos macabres d'exécutions de masse. Nous constatons également que parmi les personnes radicalisées, nombreuses sont les mineurs, des adolescents parfois en rupture avec leur milieu familial, parfois au contraire ne laissant rien soupçonner à leur entourage le plus intime de la crise intérieure qu'ils traversent. Il s'agit là d'un véritable changement par rapport aux djihadistes des générations précédentes. Et parmi les personnes radicalisées que nous avons identifiées, 16% ont en effet moins de 18 ans. Et 85 de ces mineurs ont même rejoint le théâtre des opérations terroristes en Irak ou en Syrie. 85 mineurs. Enfin, un quart des personnes radicalisées identifiées sont des femmes, et 189 d'entre elles sont actuellement présentes en Irak et en Syrie. Certaines de ces femmes sont attirées par un argumentaire humanitaire fallacieux, mettant en avant la nécessité d'aider les enfants victimes des crimes, hélas bien réels, du régime de Bachar el-Assad. D'autres accompagnent ou cherchent à rejoindre leurs compagnons engagés aux côtés des djihadistes quand elles ne sont pas virtuellement mariées à distance, puis attirées sur place pour finir enfermées et intolérablement maltraitées. Voilà la réalité du calvaire que vivent ces femmes qui sont aujourd'hui en Irak et en Syrie et qui, dès lors qu'elles découvrent la réalité de ce calvaire, ne sont pas en situation de revenir. Aux motivations d'ordre social, le ressentiment, la quête de l'aventure ou bien idéologique, il faut également ajouter des facteurs d'ordre psychologique, voire psychiatrique, que nous ne saurions non plus négliger. À ce jour, en effet, 103 personnes que nous avons identifiées comme radicalisées ou étant sur la voie de la radicalisation font l'objet d'un suivi médical, 62 ayant même fait l'objet d'une hospitalisation en raison de troubles psychiatriques d'une extrême gravité. En définitive, et quelle que soit leur motivation propre, toutes les personnes concernées sont la proie de prosélytes, d'autant plus actifs qu'ils décèlent des fragilités chez celles et ceux qu'ils manipulent. Elles se retrouvent aussi victimes d'un véritable embrigadement qui n'a d'autre objectif que de réduire autant que faire se peut la part d'humanité, la part d'individualité qui leur est propre, pour mieux obtenir d'elles une obéissance totale, un asservissement absolu au groupe qu'elles ont rejoint. Il est donc important que pour chaque personne considérée, nous ne nous trompions point de diagnostic. Cette population d'environ 2000 individus, dont le nombre n'a cessé de croître, représente globalement, comme je l'ai dit, un risque sécuritaire majeur. Pour autant, elle ne constitue pas, à proprement parler, un phénomène de société, et encore moins un courant même marginal de l'islam de France, dont je rappelle que tous les responsables ont au contraire condamné avec la plus grande fermeté les crimes de Daesh, soulignant que les musulmans en sont les premières victimes. Nous connaissons donc aujourd'hui beaucoup mieux qu'auparavant le phénomène de la radicalisation violente dans toute sa complexité. Nous sommes également capables d'en identifier plus aisément les symptômes et de détecter une trajectoire de radicalisation. Depuis le mois d'avril 2014, nous avons ainsi mis en place plusieurs outils qui nous permettent de gagner en efficacité dans le travail de repérage des personnes concernées. Nous avons d'abord élaboré une grille d'indicateurs du basculement dans le fanatisme et la radicalisation violente. Ce référentiel est le fruit d'un travail scientifique particulièrement rigoureux, conduit notamment par le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, la protection judiciaire de la jeunesse, la direction de l'administration pénitentiaire, l'éducation nationale, en étroite collaboration avec la Fédération française de psychiatrie. À cet égard, je veux saluer la très grande qualité du travail réalisé par les uns et les autres et remercier chaleureusement le préfet Pierre Ngahan qui l'a coordonné, ainsi que l'ensemble des équipes du secrétariat général du comité interministériel de prévention de la délinquance qui ont largement contribué à concevoir et à mettre en œuvre notre politique de prévention de la radicalisation violente.
Adressée dès le 17 septembre dernier au service des concentrés de l'État sur l'ensemble du territoire national, notre grille d'indicateurs de basculement permet d'identifier aussi bien les signaux forts que les signaux faibles, révélant une dérive fanatique de telle sorte que nous pouvons établir un diagnostic et proposer une prise en charge adaptée à chaque cas. Il est donc absolument indispensable que toute personne dont on est certain ou bien dont on craint qu'elle n'ait basculé dans la radicalité, soit signalée aux structures compétentes. L'ensemble des acteurs publics et des acteurs associatifs qui travaillent auprès des jeunes doivent participer à cette tâche d'identification et de prise en charge des personnes concernées. En effet, tout phénomène de radicalisation qui ne serait pas repéré ni suivi par un service spécialisé, quel qu'il soit, renseignement, services sociaux, soutien psychologique, constitue une menace pour lui-même et pour la société, susceptible de préfigurer un basculement dans une violence extrême. Pour renforcer nos procédures de signalement, nous avons ainsi créé un dispositif reposant sur une architecture claire et désormais éprouvée et solide. Tout d'abord, voici plus d'1 an et demi, nous avons mis en place une structure spécifique, le Centre national d'assistance et de prévention de la déradicalisation, avec l'aide précieuse de l'UCLAT, qui a mobilisé toute son expertise. Nous lui avons adossé une plateforme téléphonique nationale, regroupant une équipe de professionnels formés à écouter, rassurer et orienter les familles confrontées au phénomène de la radicalisation. Ces dernières bénéficient ainsi d'un soutien précieux et peuvent signaler les risques de départ en Syrie ou en Irak quand l'un de leurs proches est sur le point de quitter le territoire. Cette plateforme a désormais atteint sa pleine maturité opérationnelle et à ce jour, 3800 signalements pertinents, très exactement, ont été recensés par le Centre national. Ce dispositif est à la fois simple et inédit et il s'est donc révélé, au fil des mois passés, particulièrement efficace. Ensuite, chaque signalement est communiqué au préfet concerné en fonction du lieu de résidence de la personne signalée, afin que nous puissions, de façon la plus complète possible, la prendre en charge. Et dans chaque département, nous avons en effet mis en place une cellule de suivi et de prévention de la radicalisation, pilotée par les préfets qui ont été mobilisés par mes soins, mais aussi par les procureurs de la République. Ces cellules réunissent l'ensemble des services de l'État concernés, protection judiciaire de la jeunesse, éducation nationale, services sociaux et autres services, ainsi que leurs partenaires, parmi lesquels les collectivités locales et les acteurs associatifs jouent un rôle absolument déterminant. Elles prennent en charge les personnes radicalisées ou en cours de radicalisation, leur proposent des protocoles de désengagement et des dispositifs de réinsertion qui, compte tenu de la multiplicité des profils que nous venons d'évoquer, sont bien entendu des dispositifs individualisés. La pleine coopération de tous les acteurs mobilisés est effectivement la clé de l'efficacité de ce que nous avons engagé ensemble. L'objectif poursuivi par ces cellules de suivi est de collecter l'ensemble des signalements qui concernent un département, un territoire. Par là même, chacune d'entre elles constitue, sur un ressort territorial donné, la seule et unique structure qui soit en mesure de dresser un diagnostic de radicalisation et de désigner le service compétent capable d'intervenir. Enfin, en juin dernier, nous avons créé un état-major opérationnel de prévention du terrorisme, EMOPT, dont le rôle est de coordonner, d'animer et de contrôler à l'échelon central le suivi des personnes radicalisées pour s'assurer de l'effectivité de ce suivi. Il est absolument indispensable que chaque processus que nous mettons en place fasse l'objet d'une veille et d'un contrôle pour s'assurer qu'il est mis en place concrètement, effectivement, conformément au cahier des charges que j'ai assigné au service. Pour ce faire, l'EMOPT réunit désormais des représentants de tous les services impliqués dans la lutte contre le terrorisme, qui organisent le partage de l'information et les travaux en commun. Son rôle est tout à fait complémentaire et articulé à celui de l'UCLAT, dont je veux saluer l'excellent travail, qui participe d'ailleurs à cet état-major et qui développe par ailleurs, pour ce qui concerne l'UCLAT, une expertise unique, indispensable à la compréhension de la radicalisation. Et je tiens à remercier à la fois Loïc Garnier et Olivier de Mazières, l'un à la tête de l'UCLAT, l'autre à la tête de l'EMOPT, qui travaillent ensemble
pour faire en sorte que nous ayons cette vision la plus spectrale possible des phénomènes et en même temps la plus précise possible, et que nous puissions à la fois avoir des éléments rétroprospectifs d'analyse, mais également une efficacité dans le suivi individuel des cas qui se présentent à nous. L'EMOPT, dont j'ai donc confié le pilotage au préfet de Mazières, est rattaché à mon cabinet. Il centralise les informations collectées, s'assure de leur fiabilité et de leur exhaustivité, et les préfets sur les territoires disposent ainsi avec l'EMOPT d'un interlocuteur avec lequel ils peuvent orienter leur propre action sur le terrain. Je n'entends donc pas, et vous l'avez bien compris, que l'on se limite à une approche purement chiffrée, statistique ou comptable de la radicalisation. Compte tenu des menaces qui pèsent sur notre pays et qui demeurent élevées, nous devons sans cesse actualiser nos connaissances des phénomènes en question. Avec le CIPD, le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, avec l'UCLAT, avec l'EMOPT, nous disposons d'un dispositif qui est à mes yeux clairement structuré autour de correspondants bien identifiés, d'une feuille de route partagée par tous les services concernés, au plan national comme à l'échelon territorial. Bien entendu, aussi nécessaire soit-il, le suivi des cas de radicalisation par les services spécialisés de l'État ne constitue pas la totalité de notre réponse. Et au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, 6 millions d'euros sont ainsi actuellement consacrés au suivi de 1213 jeunes radicalisés et à l'accompagnement de 620 autres. Par ailleurs, nous avons mis en place en mai dernier une équipe mobile d'intervention. Pilotée par Donia Bouzard, que je salue, cette équipe intervient directement sur le terrain à la demande des préfets pour traiter les situations individuelles les plus complexes, les plus difficiles. Partout où elle est mobilisée, elle prépare et assure un transfert de compétences aux acteurs locaux pour qu'après son départ, l'action entreprise puisse se poursuivre. Et à ce jour, grâce à une méthode innovante, elle a déjà pris en charge une cinquantaine de personnes dont elle continue d'assurer le suivi attentif après les avoir détournées de la logique de radicalisation dans laquelle elle s'était enfermée. Parallèlement, nous nous efforçons d'élaborer un contre-discours efficace qui insiste sur la réalité des actes barbares commis par Daesh pour contrer les mensonges d'une propagande diffusée par l'organisation terroriste elle-même, par la mobilisation de tous les moyens numériques. C'est l'objet du travail entrepris par le service d'information du gouvernement en coordination avec différents acteurs scientifiques et spécialisés. Le rôle et les capacités de chacun sont donc parfaitement identifiés, ainsi que les complémentarités et les relais existants entre les différents acteurs de l'État, les collectivités territoriales et les acteurs du milieu associatif. Face au phénomène de la radicalisation, nous avons donc agi sans tarder. Et nous avons collectivement mobilisé des moyens importants pour faire obstacle à la politique de recrutement criminel engagée par Daesh. Nous avons ainsi pu empêcher collectivement de nombreux départs vers la Syrie et l'Irak, puisque près de 200 interdictions de sortie du territoire ont été prononcées et que bien d'autres candidats potentiels au départ ont pu être détournés de leurs projets après avoir été pris en charge dans le cadre de nos dispositifs. La tâche est lourde et la tâche est complexe. Elle appelle pour chacun d'entre nous l'obligation de maintenir notre effort, d'examiner lucidement les résultats et de chercher ensemble toutes les voies de progression. 2 rapports parlementaires conduits par les députés Pietrasanta et Malek Bouti sont venus nourrir ce premier bilan. Une mission associant les inspections des ministères de la Justice, de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, rendra par ailleurs ses observations au mois de décembre. Dresser le bilan, dégager des marges de progression. C'est l'objet de cette journée de réflexion à laquelle vous avez accepté de prêter votre concours. Et j'attends beaucoup des résultats de cette journée. Et je me félicite de pouvoir écouter en fin de journée la restitution des travaux des différents ateliers auxquels vous avez décidé de participer. Ceux-ci vous amèneront en effet à aborder les aspects cruciaux d'une politique de prévention, qu'il s'agisse du travail si important que vous poursuivez avec les familles, des aspects psychologiques et cliniques, du désengagement de la personne radicalisée ou encore de l'implication des travailleurs sociaux dans l'accompagnement de ceux
qui renoncent à leurs projets et souhaitent retrouver une place pleine et entière dans la société. Chacun de ces aspects est essentiel et doit faire appel à des expertises différentes. Mais il n'est pas moins essentiel de parvenir à réunir ceux qui possèdent de telles expertises, à les faire travailler ensemble, afin d'assurer de façon cohérente un suivi efficace des personnes radicalisées. C'est là l'objet d'un 4e atelier, et cet atelier me semble particulièrement important. Je suis en effet convaincu, comme les autres membres du gouvernement qui se joindront à vos travaux, que la lutte contre la radicalisation, en raison de sa complexité, doit être menée en rassemblant les expertises, les expériences des nombreux départements ministériels, ainsi que celles des associations et des collectivités territoriales. Cette exigence résulte des caractéristiques intrinsèques de ce phénomène, de la diversité des individus qui y succombent, comme des causes qui les font succomber. C'est pourquoi je me félicite de ce que 5 ministres aient tenu à se trouver à nos côtés à la fin de cette journée pour assister à la restitution de vos travaux. La garde des Sceaux, ministre de la Justice, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur, la ministre du Travail et de la Formation professionnelle, le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et la secrétaire d'État en charge de la famille. J'aurai l'occasion de les remercier personnellement de leur présence, mais je voudrais d'ores et déjà souligner qu'elle témoigne du caractère réellement global de la démarche que nous devons adopter face au phénomène de la radicalisation. Je sais, mesdames et messieurs, pouvoir compter sur votre concours, sur votre engagement et sur votre détermination. La question du terrorisme, comme la question migratoire, même si les deux sujets ne sont pas liés l'un à l'autre, sont deux questions qui peuvent faire l'objet de toutes les instrumentalisations, de la convocation de tous les instincts, de toutes les peurs, et par conséquent de toutes les haines. Bien entendu, cette maison est la maison de l'État, elle est la maison de l'ordre, elle est la maison du droit, et elle peut être la maison de la force lorsque le droit est battu en brèche et que l'intervention se justifie de ceux qui incarnent le droit en portant l'uniforme. Mais cette maison est aussi la maison de la concorde, elle est aussi la maison du vivre ensemble, elle est aussi la maison de la fraternité, elle est un phare dans la République. Et dans un contexte où chacun voit bien, chaque jour, que l'inhibition s'efface et qu'une parole qui s'éloigne de la République se libère, ce que nous faisons ici pour prévenir, pour renforcer le vivre ensemble, pour rappeler les principes républicains, pour rappeler les principes de droit, tout en jouant le rôle qui est le nôtre, de protection des Françaises et des Français face à des risques, des menaces qui demeurent élevées, ça c'est une œuvre républicaine. Et si l'on veut que cette œuvre républicaine aille à son terme, c'est-à-dire le confortement de la République quand elle est menacée par des discours, par de la violence, par certaines formes d'irresponsabilité et d'abaissement du discours public ou de la parole publique, alors il faut qu'on soit capable de dire ensemble, parce que le ministère de l'Intérieur doit faire tout ce qui relève de sa compétence et de ses prérogatives, mais il ne peut pas régler tous les problèmes qui relèvent de la société, et d'ailleurs un gouvernement non plus. Parce qu'une société, c'est un État qui doit montrer son efficacité, mais c'est aussi des citoyens qui ont un rôle à jouer. L'État ne se substitue jamais à la totalité de la société. Il peut montrer le chemin, il peut servir de boussole, il peut catalyser des énergies, mais un État dans lequel le citoyen n'existe plus est un État qui a perdu sa dimension démocratique et citoyenne. Donc nous avons à dire ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'accorde énormément de prix à cette journée et que j'accorde énormément de prix au travail que vous faites. Nous ne nous voyons pas aussi souvent que je pourrais le souhaiter. Je ne dis pas que vous pourriez le souhaiter, parce que je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient envie de rencontrer quotidiennement le ministre de l'Intérieur, mais je vous rencontre malgré tout souvent à travers la lecture des rapports rendant compte du travail de vos associations et de vos structures. Et j'éprouve d'ailleurs pour ce travail un profond respect, car moins nous avons à intervenir parce que la prévention a fait son œuvre, mieux ce ministère se porte. Donc tout ce que vous faites en matière de prévention, d'engagement, pour retisser du lien social, pour recréer de la confiance, pour essayer de maintenir dans la République ceux qui sont prêts à la quitter par la violence, est utile à la République
et utile à l'action de ce ministère. Donc, je voudrais conclure mon propos en vous adressant du fond du cœur des remerciements pour ce que vous faites et qui est éminemment utile à la République et à ce ministère, pour ce que vous êtes aussi en tant que citoyens, travailleurs sociaux, responsables associatifs passionnés et engagés, car jamais autant qu'aujourd'hui, la République n'aura eu besoin de ces citoyens éclairés. Bonne journée à vous, travaillez bien et à ce soir.